faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Figure emblématique de la fondation du Front populaire ivoirien, premier chef du gouvernement de Laurent Gbagbo de 2000 à 2003, président du parti depuis 2005. L'homme est au centre d'une foule de controverses aujourd'hui depuis sa sortie de prison en 2013 suite à la crise post-électorale de 2011. Pascal Affi-N'Guessan se prononce aujourd'hui sur l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Président Pascal Affi-N'Guessan, bonjour. Bonjour. Voilà, merci de nous recevoir ici dans vos locaux d'Abidjan. Alors nous allons tout d'abord établir sur l'état de la nation, donc 8 ans après l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara, qui a donc succédé au régime dans lequel vous étiez l'un des membres les plus influents. Alors en tant qu'acteur politique de la vie majeur de la vie politique ivoirienne, quel bilan pouvez-vous faire 8 ans après de la gouvernance Ouattara ? Avant de parler de la gouvernance Ouattara, je voudrais d'abord rectifier, c'est important, que je suis président du Front populaire ivoirien depuis 2001 et non 2005. Ceci dit, le bilan que nous établissons en ce qui nous concerne en tant que responsable politique de l'opposition est un bilan négatif. Le bilan de M. Ouattara est négatif dans la mesure où le chantier principal, ou du moins les chantiers principaux qui intéressent les Ivoiriens, qui ont un impact sur leurs conditions de vie, ont été négligés, sinon pratiquement abandonnés. Il s'agit premièrement du chantier de la réconciliation nationale. Après la grave crise de 2010-2011, ce que les Ivoiriens attendaient principalement, parce que cela devait être le fondement de toute politique économique et sociale, c'est d'abord l'unité nationale, la réconciliation nationale. Malheureusement, ce chantier a été pratiquement abandonné. Le président Ouattara a été sourd à toutes les sollicitations dans ce sens, à telle enseigne qu'à l'heure actuelle, au moment où la Côte d'Ivoire s'apprête à aller à de nouvelles élections, il y a un sentiment d'appréhension, pour ne pas dire de peur, qui habite les uns les autres, parce qu'ils savent que le pays n'est pas totalement stabilisé, qu'il y a beaucoup de frustration, beaucoup de rancœur, et que ces élections à venir risquent d'être encore une occasion de troubles et de violence. Ensuite, l'autre chantier important, c'est la situation sociale, la lutte contre la pauvreté, le bien-être des Ivoiriens, la santé pour l'ensemble des Ivoiriens, les conditions de scolarisation des enfants, la situation dans le milieu universitaire. Tous ces chantiers ont été aussi au rouge. Et ce n'est qu'à un an de la fin de son mandat que M. Ouattara consent à bâtir un programme social qu'il a évalué à plusieurs centaines de milliards, parce qu'il sait qu'il n'a pas réussi, qu'il a échoué dans ce domaine-là. À telle enseigne que lorsqu'on regarde l'ensemble du bilan, on ne peut être qu'insatisfait, on ne peut que conclure à l'échec, parce que nous attendions plus, étant donné les milliards qui ont été débloqués après la crise. Or, on ne voit pas à quoi ces milliards ont servi. Et l'endettement a grimpé, nous avons reconstitué pratiquement plus du double du stock de la dette au moment où M. Ouattara est arrivé au pouvoir. Nous sommes à près de 11 000 milliards de dettes, alors qu'après le PPTE, nous étions à 2 000 milliards. Ce qui signifie que nous avons beaucoup emprunté, nous avons hypothéqué l'avenir de plusieurs générations et nous ne voyons pas sur le terrain, aussi bien au plan social qu'au plan économique, à quoi a servi cet argent. Là, vous avez parlé tout à l'heure de réconciliation qui a été donc manquée de la part des actuels gouvernants. Et pourtant, l'on vous a constamment aperçu, donc depuis 2011, pratiquement, disons depuis 2013, aux côtés des gouvernants, constamment à la table des négociations pour essayer d'apporter donc des solutions concrètes. Jusqu'à présent, vous avez donc l'impression que le dialogue n'a pas vraiment avancé, qu'on ne vous a pas vraiment écouté. Oui, je crois que non seulement on ne nous a pas écoutés, mais on nous a fait comprendre que c'était des bavardages.
que la question de la réconciliation nationale, la question par exemple des États généraux de la République que nous avons proposé comme instrument pour refonder la Côte d'Ivoire, pour mettre les Ivoiriens ensemble et en confiance, que c'était des bavardages. Et donc la stratégie du pouvoir actuel a été de penser que l'économie pouvait fonder la confiance, la paix, la stabilité du pays. Or, il ne suffit pas seulement d'être riche pour être heureux, et surtout avec ses voisins. La question de la cohabitation, du vivre ensemble est une question qui va au-delà des dimensions physiques, des dimensions alimentaires. Malheureusement, c'est cela la vision politique de M. Ouattara, et c'est pour cela que ce chantier a été un échec, parce qu'on n'en a pas fait une priorité. Or, dans tous les pays qui sortent de crise, la première priorité, c'est l'unité nationale, c'est la réconciliation nationale. Le fait que nous ayons tenté par plusieurs moyens, nous nous sommes prêtés à tous les mécanismes de dialogue, ne suffit pas. Il faut d'abord écouter ces acteurs politiques, il faut adhérer aux propositions qu'ils font et il faut mettre en œuvre ces propositions. Parce que la réconciliation nationale, ce n'est pas seulement une réconciliation au sommet, ce n'est pas une convivialité entre l'élite politique, c'est véritablement une refondation de la nation ivoirienne par un dialogue le plus large possible qui implique toutes les couches de la population, toutes les populations qui ont souffert de la crise. Du plus petit hameau jusqu'à la capitale, tout ce monde-là doit être pris en compte. Ceux qui ont perdu des parents, qui ont été injustement frappés, doivent être écoutés. On doit au moins les laisser exprimer leur douleur, leur frustration. Ils doivent pouvoir faire le deuil des souffrances qu'ils ont vécues. Or, aujourd'hui, ce phénomène, ce processus n'a jamais été mis en œuvre à telle enseigne que tous ceux qui ont souffert vivent repliés sur leur douleur. Personne ne les a écoutés, personne ne les a entendus, personne n'a apporté de compassion dans les villages, dans les campements, à telle enseigne que le pays vit sur une montagne de frustration. De façon concrète, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Les États généraux de la République. Les États généraux de la République. De façon pratique, aboutir d'abord à faire la vérité, à ce que les souffrances des uns et des autres soient connues par l'opinion nationale, que les uns et les autres qui ont souffert viennent exprimer à la face du monde leurs souffrances, et que les Ivoiriens pleurent avec eux, qu'on connaisse la réalité, la vérité sur ce que les uns et les autres. Le jour où nous allons faire les États généraux de la République, vous serez surpris d'entendre ce qui s'est passé sur le terrain. Sur le modèle du forum de réconciliation que vous avez initié. Au-delà même du forum, parce que le forum de la réconciliation n'a pas été un succès, parce que justement nous n'avons pas été jusqu'au bout du processus. Ce que nous proposons va au-delà du forum de 2001, va dans un véritable état généraux de la République, où toutes les couches de la population, dans un cadre ouvert, vont venir faire le bilan, le diagnostic de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, sinon depuis 1990, pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été à la base de la rébellion armée, à la base des affrontements que nous avons connus, où est-ce que nous avons fauté, et qui sont les auteurs de ces fraudes, non pas pour les punir, pour le simple plaisir de les punir, mais pour que chacun fasse à celui qui a eu à poser des actes préjudiciable à la santé, au bien et même à la situation spirituelle d'un autre puisse le reconnaître, puisse faire amende honorable. Et que des compensations puissent être allouées aux uns aux autres en termes d'indemnisation des victimes. Mais au-delà de cet aspect, pour faire le deuil, il faut aussi que nous prenions ensemble toutes les mesures qui vont nous garantir que dans l'avenir, nous ne connaîtrons plus cela. Là où il y a eu des insuffisances en termes au plan institutionnel, au plan juridique, au plan administratif, que ces mesures-là soient prises. La question, par exemple, du tribalisme, du népotisme, du clientélisme, la question des injustices, tout cela, ce sont des questions qui sont aussi à la base des frustrations. Aujourd'hui, on parle par exemple de rattrapage. Certaines ethnies ont le sentiment d'être exclues des postes administratifs. Toutes ces questions-là, il faut les mettre sur la table pour qu'au sortir de ces états généraux, les Ivoiriens soient remis en confiance. Qu'ils aient le sentiment que maintenant, l'État n'est pas pris en otage par une ethnie, par un clan, mais qu'il est au service de tous les Ivoiriens. Que tous les Ivoiriens sont égaux. Égaux devant les postes administratifs, égaux devant les élections, égaux
dans tous les actes de la vie politique, économique et sociale. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'un pays qui vit divisé n'est pas préparé à affronter les défis de développement auxquels il est confronté. Or, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Une bonne partie des cadres, de l'élite, des forces vives de ce pays, une bonne partie est exclue du processus de développement. Mais nous ne pourrons pas avancer si nous restons dans cette situation. Et c'est pour cela que les États généraux nous paraissent essentiels pour remettre les Ivoiriens ensemble, pour qu'ensemble, ils construisent leur avenir. Alors justement, vous évoquez des échecs sur le plan économique, alors que depuis 8 ans, tous les observateurs internationaux notent une croissance relativement stable. À 2 chiffres que réalise le gouvernement Ouattara, on tourne autour de 7-8% de façon régulière, avec une matérialisation concrète sur le terrain, des infrastructures qui sont construites chaque jour et qui émerveillent l'opinion nationale. À ce niveau, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'endettement est productif? Mais si l'endettement est productif, on l'aurait senti dans la situation sociale des Ivoiriens. On l'aurait senti dans la résolution des problèmes de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur. Or, dans ce domaine, c'est la faillite totale. Des écoles sont construites. Je regarde le résultat. Le résultat, c'est qu'on a des grèves en permanence. Le résultat, c'est que dans l'enseignement supérieur, on ne sait même plus à quel moment commence l'année universitaire et à quel moment ça finit. Le résultat, c'est que les hôpitaux sont devenus des mouroirs. Or, c'est cela, les indicateurs de performance d'une équipe dirigeante. Pour vous, en Côte d'Ivoire, le fait que nos hôpitaux sont des mouroirs. Ah, mais si, ce n'est pas nouveau, c'est pour cela qu'on met en place une nouvelle équipe. Parce qu'on veut changer, on veut avancer. Donc, si cette équipe reconduit l'ancien bilan, l'ancien résultat, ça veut dire que cette équipe a échoué, comme peut-être d'autres équipes ont échoué par le passé. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est cela. Il faut des actes concrets. On parle d'émergence. Nous sommes pratiquement en 2020. Est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue un pays émergent? C'est là où ça a été un slogan creux, une fausse promesse. Et c'est tout cela les indicateurs de l'échec. Voilà. Parce que l'échec doit être matérialisé par des indicateurs. Voilà. La réussite aussi par des indicateurs. Lorsque vous parlez même des infrastructures, quand on regarde, si on fait l'évaluation des infrastructures, et je crois qu'il y a une évaluation qui a été faite récemment par la Banque mondiale, mais c'est la faillite totale. C'est-à-dire que les investissements dans ce domaine ont été plus des occasions de détournement des deniers publics que de construction d'infrastructures qui vont tenir dans la durée. C'est cela. Or, ce sont des milliards, des centaines de milliards qui ont été mis à notre disposition, qui attendaient la fin de la crise et qui ont été débloqués dès qu'il y a eu les élections de 2010-2011. Mais cet afflux d'argent n'a pas été exploité à bon escient, n'a pas permis de construire l'économie. À l'heure actuelle, l'économie de la Côte d'Ivoire n'a pas changé. Elle est toujours bâtie sur le couple café-cacao. L'industrie n'a pas décollé, le commerce non plus. À telle enseigne qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment nous allons rembourser ces dettes qui ont été accumulées. Parce que pour pouvoir rembourser, il faut que l'économie ait, je dirais, atteint un certain niveau de développement, un niveau de croissance. La contribution de l'économie à la croissance n'a pas changé. La contribution de l'industrie, du moins, et des services à la croissance n'a pas changé. Et donc, c'est cela l'échec. C'est une politique qui a été bâtie uniquement sur les emprunts pour financer des infrastructures. Infrastructures qui sont mises en œuvre principalement par des entreprises privées, à telle enseigne que les retombées pour la Côte d'Ivoire ont été négligeables. L'on remarque quand même une hausse de la productivité au niveau du secteur agricole, quand même, qui fait que la Côte d'Ivoire, en termes de chiffres de production des principales ressources agricoles, figure quand même parmi les plus exemplaires. Si nos parents producteurs d'anacarde vous entendent, ceux qui sont producteurs d'EVA vous entendent, je pense qu'ils ne seront pas contents de vous. Parce qu'à l'heure actuelle, ils pleurent tous les jours à cause des prix dérisoires qui leur sont faits pour leur production agricole. Et donc, le monde rural est resté aussi pauvre, sinon plus pauvre que par le passé. Voilà. C'est d'ailleurs à ce niveau que se situe la grande difficulté, étant donné que c'est la population la plus nombreuse. Ce n'est pas celle qui est dans le secteur moderne, qui n'atteint pas plus d'1 million de personnes. C'est dans le milieu rural, et ce milieu rural est le plus abandonné. Ok, je pense, Président, qu'on va donc aborder le second chapitre de cet entretien relatif donc à la question
de l'organisation du processus électoral. Quel commentaire faites-vous du blocage actuel autour de la composition de la commission électorale indépendante? Nous considérons que nous sommes sortis du blocage, étant donné que après notre refus de rentrer dans la commission telle qu'elle résultait de la loi votée par l'Assemblée nationale, nous avons pu avoir de nouvelles négociations pour trouver des solutions alternatives et que nous avons pu aboutir donc à un compromis dans le sens de compenser les déséquilibres au niveau numérique par un équilibrage au niveau qualitatif, à travers, par exemple, le choix du président de la commission de façon consensuelle au sein des personnalités non marquées politiquement, ce qui nous paraît être une avancée notable, étant donné la place du président de la CEI dans le processus électoral, sa responsabilité en tant que garant de l'indépendance de cette institution. Nous considérons que si nous pouvons trouver une personnalité qui n'est pas marquée politiquement et qui fait le consensus, cela donne une bonne base de garantie en ce qui concerne la crédibilité du processus électoral. Pour renforcer cette confiance, nous avons obtenu à l'issue des négociations que l'opposition dispose d'un poste de vice-président parmi les 3 vice-présidents qui accompagnent le président de la CEI, ce qui signifie que l'opposition ne sera pas seulement dans la commission centrale, mais elle sera aussi dans la cabine de pilotage de la commission, de manière à pouvoir être largement informée de la manière dont les choses évoluent et pouvoir apporter les ajustements nécessaires pour qu'il n'y ait pas de dérapage et peut-être aussi tirer sur la sonnette d'alarme dans le cas où nous sentons qu'il y a une grave dérive qui est en train de s'opérer dans le processus électoral. Donc ces 2 éléments nous paraissent être de nature à nous permettre d'avancer, d'autant que l'autre volet du processus électoral qui concerne les conditions générales des élections et qui sont aussi importantes que la commission électorale elle-même, ces conditions générales vont faire l'objet de négociations. Il s'agit en particulier du code électoral, c'est-à-dire de l'inscription des électeurs, de la question de la transhumance, de la question de la sécurisation du processus, du contentieux électoral, du découpage des circonscriptions, du mode de scrutin, du financement des campagnes. Ce sont des questions essentielles. Et ces questions devant faire l'objet de négociations au plus tard à la fin de ce mois, nous considérons qu'il y a de bonnes raisons pour que nous restions dans le processus et que nous continuions à apporter des améliorations progressives à ce qui existe déjà. D'accord, alors vous en êtes arrivé donc à une sorte de consensus avec le gouvernement, alors que fondamentalement la configuration n'a pas vraiment évolué. Il y a eu quelques amendements. Pour certains, c'est comme une sorte de concession que vous venez de faire, une concession assez flagrante qu'ils interprètent comme enfin, ce n'est pas moi qui le dis, je vais prendre clairement les termes utilisés, comme une trahison ou comme une traîtrise de la part de Pascal Affi-N'Guessan qui se démarque du reste de l'opposition active et qui va donc trouver un accord avec le pouvoir sans que véritablement la question de fond soit résolue. Mais nous avons fait ce que nous pouvons. S'il y a d'autres partis d'opposition qui peuvent faire mieux, c'est tant mieux. Voilà. S'ils peuvent faire mieux, obtenir plus, nous en réagirons tous. Voilà. Parce que dans une négociation, chacun y va et chacun essaie de voir comment avancer, comment progresser. Voilà. Compte tenu du contexte, compte tenu de plusieurs facteurs. Et nous considérons, au regard de la situation actuelle, que ces avancées-là nous paraissent suffisantes pour rester dans le processus. Entre sortir du processus, être totalement absent et y être présent avec ces avancées, nous préférons être présents. Voilà. Nous ne jouons pas à titre double, nous ne jouons pas au tout ou rien. Voilà. Parce que cela est dans la logique des choses. Une négociation est une négociation. Quand vous venez à une négociation, ne pensez pas que vous allez vouloir imposer votre position. L'autre qui est en face aussi a des intérêts, a des positions à défendre. C'est la confrontation des 2 positions qui aboutit à un compromis. Et si vous estimez que ce compromis
constitue une avancée qui peut vous permettre de participer au jeu et de défendre vos intérêts, vous l'acceptez. Si vous considérez que ce n'est pas suffisant et que c'est dans votre intérêt de sortir, vous sortez. Mais nous sommes contre la position, nous sommes contre, par principe, contre la politique de la chaise vide. Mais pourquoi ne pas avoir tenté peut-être d'associer, de fédérer les autres partis autour de votre opposition avant d'aller négocier avec le gouvernement? Je ne suis pas le président de l'opposition, je suis président du Front populaire ivoirien. Et tant qu'avec l'opposition, nous n'avons pas une plateforme commune, chacun défend ses intérêts. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Ils croient que les autres partis sont là pour défendre leurs intérêts à eux. Mais ce n'est pas eux qui payent mes sièges. Ce n'est pas eux qui financent mes tournées sur le terrain. Ce n'est pas eux qui participent aux élections à ma place. Donc si nous n'avons pas d'accord formel qui nous mette ensemble, pourquoi vous ne voulez pas que chacun... Moi, quand ils défendent leurs intérêts, je ne suis pas là. Quand ils décident de ne pas participer, ils savent pourquoi ils ne participent pas. Et c'est leur droit. Mais il faut qu'ils reconnaissent ce droit aux autres de participer dans les conditions qu'ils estiment. S'ils veulent que nous ayons une position commune, mettons-nous ensemble. Et c'est ce que nous avons initié avec la plateforme, pour que nous ayons une position commune et que nous travaillions tous ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors que nous sommes à la base de la plateforme, ils nous ont abandonnés sans nous dire quoi que ce soit pour aller s'acoquiner avec les frondeurs, avec nos dissidents. Est-ce qu'ils nous ont consultés en allant faire cela? Est-ce qu'ils nous ont consultés? Mais c'est dans leur intérêt, ils sont allés. Alors pourquoi, pendant que vous défendez vos intérêts, parfois contre nos intérêts, vous ne voulez pas que nous on défende nos intérêts, aussi parfois contre vos intérêts? Mais je pense que justement, relativement à cette sorte d'alliance qui est en train de se mettre en place du côté outre-Atlantique, nous y reviendrons dans peu de temps. Mais juste avant, est-ce que vous ne craignez pas que cet accord que vous venez de trouver avec le gouvernement puisse vous isoler davantage? Vous le disiez, ils vous ont abandonné, on est en train de vous mettre à l'écart de la plateforme initiée, je crois, en octobre dernier avec le président du PDC, Henri Konan Bédié, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que vous ne craignez pas que cela vous isole davantage vis-à-vis des autres partis majeurs de l'opposition? Il faut craindre l'isolement si vous pensez que vous êtes hors de la vérité. Voilà. Le seul isolement qu'il faut craindre, c'est l'isolement vis-à-vis des attentes des Ivoiriens. L'isolement vis-à-vis de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est cela qui doit être votre barème, votre guide, votre repère. Il ne faut pas chercher la troupe pour la troupe, alors que peut-être la troupe est dans l'erreur, alors que la troupe conduit le pays dans l'impasse. Je ne suis pas dans la politique pour être dans la masse. Je suis dans la politique pour ouvrir un chemin d'avenir pour la Côte d'Ivoire, un chemin de progrès. Et même si ce chemin n'est pas compris à un moment donné, ce n'est pas une raison pour abandonner. Ce n'est pas une raison pour reculer. Il faut au contraire persévérer. Il faut au contraire insister. Et au fur et à mesure, les gens comprendront, par votre constance, par votre persévérance, que c'est vous qui êtes dans la vérité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une phase de recomposition. Il ne faut pas regarder les individus. Il ne faut pas regarder ceux qui ont incarné le passé. Il faut chercher à identifier ceux qui vont incarner l'avenir. Et moi, je m'inscris dans cette perspective, d'incarner un nouvel avenir. Surtout lorsque je regarde la situation où le passé nous a conduits. La crise de 2010-2011, les morts, etc. Si nous voulons refonder la Côte d'Ivoire, si nous voulons donner un nouvel avenir à la Côte d'Ivoire, il ne faut pas recommencer les erreurs du passé. Il ne faut pas aller dans le sens de ceux qui veulent que les choses restent en l'état, que que les choses ne bougent pas. Il faut faire bouger les choses. Et donc, la position que nous avons aujourd'hui, c'est faire bouger les choses. Pour construire la nation. Pour construire l'avenir de la nation dans la paix, dans la stabilité, dans le progrès. D'accord. Alors justement, je pense qu'il est vraiment temps d'aborder le chapitre du jeu des alliances que nous observons aujourd'hui. Il y a tellement de mouvements qui se font de façon personnelle en tant que leader de la branche légale du Fonds populaire ivoirien, puisqu'il y a une autre branche de l'autre côté. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle de l'intégration du camp Gbagbo, donc à la plateforme initiée par le président Bédié, lorsque vous apprenez la rencontre de Bruxelles et qu'on vous annonce que désormais les deux ex-chefs d'État comptent marcher ensemble et qu'en plus de cela, il y a un certain Soro Guillaume qui est en train donc de rejoindre ce groupe-là. Quel sentiment est-ce que vous ressentez? Non, je ressens cela comme je m'y attendais, comme le choix du passé, le choix de l'illégalité,
le choix de l'immobilisme. Voilà. Et dans le témoignage que cela ne peut pas incarner l'avenir du pays. On ne peut pas vouloir refonder la Côte d'Ivoire en s'appuyant sur la dissidence, l'illégalité. Le PDCI sait que ses personnalités, ses camarades, quoique ces personnalités, qu'elles disent, elles sont dans l'illégalité. Elles ne sont pas reconnues ni par l'État de Côte d'Ivoire, ni par aucune organisation. Est-ce qu'elles n'ont pas, quelque part, une certaine légitimité dans la base militante du FPI? Mais ce n'est pas cela le plus important. Ce qui est important, c'est leur légitimité administrative, juridique et politique. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire que, bon, je suis légitime, donc je m'en vais m'asseoir au palais présidentiel. Tant que vous n'avez pas été soumis à un vote et que les institutions ne vous ont pas déclaré président de la République, même si vous vous considérez comme le plus populaire en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas aller vous asseoir au palais présidentiel pour dire je suis le président de la République. Parce que vous n'avez pas cette onction juridique administrative. Et tant que vous ne l'avez pas, si vous vous promenez à travers le pays en vous proclamant président de la République, vous faites de la forfaiture, vous êtes un imposteur. Et tous ceux qui vont vous suivre, déférer à vos injonctions, tout simplement parce qu'ils veulent, sont ceux qui se mettent hors la loi, hors de la République. Et ce n'est pas avec ça qu'on construit un pays moderne. Dans un pays moderne, le respect de la loi est sacré. Et un homme politique responsable qui veut être utile à son pays doit d'abord respecter les lois de la République, les institutions. Même s'il n'est pas d'accord avec la loi, même s'il n'est pas d'accord avec les institutions, mais tant qu'elle est la loi, tant qu'elle est l'institution, il faut d'abord la respecter. Il faut d'abord s'y soumettre. Jusqu'à ce que, par votre action, vous ayez réussi à les changer. Oh, qu'est-ce que nous observons? Les gens qui abandonnent une direction légale d'un parti pour aller s'acoquiner avec une dissidence et qui proclament que c'est cette dissidence qu'ils le reconnaissent. Vous pensez que cela peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça ne répond pas peut-être à des enjeux électoraux? On se dit, oui, ils sont majoritaires là-bas. Mais les enjeux électoraux doivent s'inscrire dans la légalité. Je suis d'accord qu'il y ait des tactiques, des schémas tactiques pour essayer de gagner. Mais quand vous vous inscrivez, quand vous pensez que tous les moyens sont bons pour réussir ces objectifs politiques, vous n'êtes plus un homme politique sur lequel on peut compter. Parce que vous êtes sans foi ni loi. Or, ce n'est pas avec des hommes politiques sans foi ni loi qu'on peut construire un pays dans la durée. Il faut respecter la loi, il faut respecter les institutions. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se précipiter dans les bras de ce genre d'organisation. Parce qu'ils ne peuvent pas incarner l'avenir. Ils mènent des politiques pour se repositionner eux-mêmes et non pour refonder la Côte d'Ivoire. Non pour rebâtir la Côte d'Ivoire. Or, nous nous inscrivons dans la reconstruction, dans la renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc, les principes nous paraissent importants. Les idéaux nous paraissent importants. Et non, cette politique consiste à s'associer avec n'importe qui, n'importe comment, tout simplement parce qu'on a envie d'être président. Voilà. Donc, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils comprennent bien que tout cela, ce sont des artifices. Ce sont des gens qui sont en train de faire des arrangements. Qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'y croient pas. Que ce n'est pas sincère, ce n'est pas vrai. En politique, il faut être vrai. Si vous n'êtes pas vrai, dans tous les cas, vous serez démasqué un jour ou l'autre. Et on voit bien que ce qui est en train de se faire n'est pas vrai. Cette pseudo-réconciliation entre M. Bédier et M. Gbagbo n'est pas vraie. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on réconcilie des hommes qui ont été divisés par une rébellion armée et dont la confrontation s'est traduite par des milliers de morts en 2010-2011. La réconciliation, ce n'est pas à travers une petite visite d'1 heure, de 2 heures à Bruxelles. La réconciliation entre le PDCI et tout cela, c'est autre chose. Donc, les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils savent bien que tout ça, ce sont des arrangements. Parce que les gens ont des ambitions, ils veulent devenir président. Voilà. Or, ce n'est pas être président pour être président, ce n'est pas ça. L'ambition, ce ne devrait pas être ça l'ambition d'un homme politique. Depuis l'éloignement avec le président Bédier, est-ce qu'il y a eu des tentatives quand même de rapprochement pour essayer peut-être de recoller les morceaux entre vous et lui, ou de trouver quand même un certain équilibre? La balle est dans le camp du FPI. La balle est dans le camp du PDCI.
pour le moment, nous avons noté que le premier responsable de la jeunesse est intervenu de façon arrogante, péremptoire, voire même insultante à l'endroit du FPI. Mais ce n'est pas avec lui que nous avons nos contacts. Nous ne l'avons jamais rencontré, nous n'avons jamais parlé avec lui de plateforme. Donc, le président Bédié, à qui nous avons rendu plusieurs visites, nous attendons qu'il nous confirme tout ce qui a été dit. Mais je sais aussi, puisque nous avons quand même nos relations avec des cadres, que ce sont des positions qui ne font pas forcément l'unanimité au sein du PDCI-RDA. Donc nous restons ouverts à toutes les plateformes. Et pour le moment, la plateforme là, elle n'est pas encore effective, il faut le reconnaître. Tant que nous ne l'aurons pas vu en œuvre sur le terrain et à travers les textes, nous considérons que c'est une plateforme qui est toujours à construire. Dans tous les cas de figure, ce ne sera certainement pas la seule plateforme que vous verrez d'ici 2020. Vous seriez prêt peut-être à intégrer une plateforme d'ensemble avec le président Gbagbo, quitte à faire des concessions importantes de nature à peut-être essayer de réunifier le parti comme certains peuvent le vouloir? Dans tous les cas, la question de l'unité du FPI, c'est une hypothèse que nous n'excluons pas, mais qui n'est pas notre, je dirais, notre préoccupation essentielle. Mais qui peut se faire quand même. Qui peut se faire, nous sommes ouverts à sacrifices. Tout dépend de ce type de sacrifice qu'on demande. Est-ce que le président Finguesson serait prêt à aller jusqu'au bout, je veux dire, jusqu'à l'extrême pour sauver le FPI, au cas où son mentor d'antan revenait? Qu'est-ce qui serait ce sacrifice pour sauver le FPI? Enfin, je veux dire, dans l'autre camp, ils ont leur façon de voir les choses. Pour eux, mais eux, c'est Gbagbo ou rien. Alors pour eux, il y a pas, en dehors de Gbagbo, il n'y a plus rien. Mais si on reste dans cette logique, je ne vois pas comment nous pouvons nous entendre. Parce que moi, ce n'est pas Gbagbo ou rien. Parce que la Côte d'Ivoire est là. Voilà. Elle a besoin aussi de nous. Et dire Gbagbo ou rien, c'est insulter les Ivoiriens. Voilà. Donc je ne suis pas d'accord. Comment pouvons-nous dire, quel que soit l'amour que nous portons pour un homme, dire Gbagbo ou rien? On peut peut-être dire Dieu ou rien. Gbagbo ou rien, je ne suis pas pour cette vision des choses. Et je tiens à le dire parce que nous sommes entrés en politique d'abord pour servir la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Voilà. Et donc, si même nous avons une préoccupation particulière pour aider le président Gbagbo et tous nos militants qui sont en difficulté, à sortir de ces difficultés, nous ne pouvons pas tenir un tel propos. Parce que ce serait, de mon point de vue, insulter l'ensemble des Ivoiriens. Quand vous regardez cette alliance, parce que là je ne parlerai pas de plateforme, mais d'alliance triangulaire entre Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, et peut-être demain Charles Blé Goudé, on ne sait-on jamais. Vous pensez que cette configuration-là peut marcher, ça peut fonctionner? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira, je préfère ne pas pronostiquer. Voilà. Mais vous suivez les choses. Nous savons qu'il y a eu des tentatives dans le passé. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de plateforme. Il y a eu la CNC, la Coalition nationale pour le changement. Il y a eu le front de refus ces dernières années. On a vu à quoi cela aboutit. Donc, tout est possible, le pire comme le meilleur. Et donc, on souhaite le meilleur à toutes ces plateformes puisqu'elles peuvent aussi nous permettre d'avancer sur la voie de la démocratie et de la paix en Côte d'Ivoire. Alors, vous protestez contre l'utilisation donc du logo du FPI par l'autre branche que vous qualifiez donc de dissidente. Moi, vraiment, j'ai bien envie de savoir, au cas où aujourd'hui, le président Gbagbo, c'est vrai qu'on insiste là-dessus, mais c'est vraiment important pour ceux qui nous suivent, revenait en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous maintiendriez cette même constance-là vis-à-vis donc de la gestion du parti? Mais bien sûr, je suis le président du parti depuis 2001. Au moment de la crise de 2010-2011, j'étais le président. C'est au nom du président du parti que je suis allé en prison pendant 2 ans et demi. Je suis sorti en août 2013, j'ai repris ma fonction de président. Et en juillet 2018, nous avons fait un congrès où les camarades m'ont renouvelé la confiance et où je suis toujours le président. Donc je vois,
pour moi, je ne vois pas ce que le retour du président Gbagbo va changer dans cette réalité. Ça ne va rien changer. Rien du tout. Qu'est-ce que ça peut changer? Je continuerai d'exercer. Est-ce qu'il va se mettre dans la fronde pour se proclamer président et faire le tour de la Côte d'Ivoire en se disant président du FPI? Je trouve ça malheureux. Et dans tous les cas, je ne serai pas muet à ce moment-là. Puisqu'il n'est pas le président. À aucun moment, il n'a été porté à la tête du parti. Donc je ne vois pas que... Maintenant, s'il veut, et ça je l'ai dit, s'il veut reprendre la présidence du parti, mais c'est avec moi il en parle. Puisque c'est moi qui suis le président. C'est avec moi il en parle, et puis on se met d'accord. Si je veux le céder, je le cède. D'accord. Donc, mais on ne peut pas affirmer de façon péremptoire à travers... Et ils le font, ils le disent, mais eux-mêmes se rendent bien compte que ça ne suffit pas. Parce que c'est moi le président, et j'ai agi en tant que président. Le président Gbagbo est le fondateur du parti, l'un des fondateurs du parti. Tout le monde le sait. Mais il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce qu'on est fondateur d'un parti qu'on a un pouvoir exceptionnel, exorbitant, et qu'on est au-dessus des textes du parti. On a vu dans le monde entier des fondateurs qui ont été traînés devant les tribunaux et qui ont perdu. On a en Côte d'Ivoire un parti comme le RDR, Alassane Ouattara n'en était pas le fondateur. Il y a plein de fondateurs qui ont même disparu. Voilà. Donc, être fondateur d'un parti et président du parti, ce sont deux choses différentes. Et il faut respecter ces deux choses. On le respecte le fondateur sur le principe de la préséance et d'un certain nombre de considérations, de courtoisie, parce qu'on sait qu'il est parmi ceux qui ont permis à cette organisation au moins d'exister. Mais il faut respecter celui qui aussi incarne ce parti à un moment donné. Et cette présidence n'a rien à voir avec les relations personnelles que le président peut avoir avec le fondateur. Que ce soit des relations familiales, ethniques ou autres. Non. Le parti politique transcende tout cela. Le parti politique est la propriété de tous ceux qui y cotisent. Et qui sont convoqués au congrès et qui décident dans les congrès. Si c'était la propriété d'un individu, il n'y aurait pas d'organe. Il n'y aurait pas d'élection. Parce qu'il n'y a pas de statut pour quelqu'un sur la voiture de quelqu'un, sur la maison de quelqu'un, parce que c'est sa propriété privée. On ne fait pas de texte. Il décide quand il change les rideaux, il décide quand il change les climatiseurs, de façon unilatérale. Mais dans un parti, vous ne pouvez pas faire ça, parce que ce n'est pas votre propriété privée. Vous avez des organes, il y a des décisions qui relèvent de votre compétence, mais d'autres qui relèvent de la responsabilité, de la compétence des organes, qu'il s'agisse du congrès, du comité central, etc., etc., pour bien montrer que ceux-là qui composent ces organes, ce sont eux les vrais propriétaires du parti. Et ce sont eux qui décident pour le parti, pas le fondateur. Vous seriez en train peut-être de repenser la manière de faire la politique en Côte d'Ivoire pour dire arrêtons de faire des partis politiques, des biens privés à la solde d'intérêts personnels. Nous sommes en train de construire la démocratie dans notre pays. Et le combat que nous menons, c'est même pour faire échouer ceux qui croient qu'un fondateur a un pouvoir exorbitant et tout puissant dans un parti, qui peut décider de la vie du parti comme il entend. Et qu'il peut même céder ce parti à sa progéniture le jour où il a envie de se retirer. Parce qu'en ce moment, ce n'est plus un parti politique et on n'est plus dans un processus démocratique. Donc le combat que nous menons, c'est pour faire échouer ceux-là. Ceux-là qui croient que le FPI est la propriété privée de Gbagbo et que ceux qui sont proches de lui ont une préséance sur les autres. Et que le président du parti ne doit être qu'un président fantoche. Voilà. Une girouette, en définitive un ouvrier qu'on envoie, qu'on veut et dont on peut se débarrasser quand on veut. C'est cette logique qui guide l'action des frondeurs, de beaucoup de frondeurs. C'est cette logique-là que nous combattons principalement. Parce qu'il faut qu'elle échoue pour que le FPI soit un vrai parti politique dans lequel ce sont les militants méritants, quelle que soit leur affinité avec le président fondateur ou les membres de son ethnie ou de sa famille, quelle que soit la nature de leur rapport, que ce soit celui-là qui dirige le parti. Voilà. Et parce que c'est ça qui est aussi en jeu dans la crise au sein du FPI. La nature du parti. Est-ce que c'est un vrai parti politique ou est-ce qu'au contraire c'est la chose d'un individu ou d'un clan? Voilà. Et quand les gens disent qu'il aille créer son parti, ça veut tout dire. Ça veut tout dire que ça, c'est pour quelqu'un, c'est pour un clan. Et donc, si il a des ambitions d'utiliser un parti pour devenir président,
il faut qu'il aille créer pour lui. Non. Le FPI, là, c'est pour nous tous. Et c'est grâce à nous tous qu'il est ce qu'il est. Et ce sont les militants à l'intérieur de ce parti qui décident qui doit le diriger. Et non un individu ou un groupe d'individus. Donc c'est ce combat que nous menons. C'est pour le parti, pas pour nous-mêmes. S'il s'agissait d'une question personnelle, c'est vraiment qu'il y a longtemps que je serais parti. Mais si je résiste, que je continue de me battre, c'est parce que je ne veux pas que ce parti-là disparaisse. Je ne veux pas que ce parti se banalise, devienne comme les autres partis politiques. Parce que s'il le devient, il n'a plus aucun avenir. Si le FPI a pu accéder au pouvoir, c'est parce qu'il s'est comporté d'abord comme un parti politique, qui a rassemblé des gens au-delà de l'ethnie du président Gbagbo. Nous autres ne sommes pas de son ethnie. Nous autres, nous étions originellement dans une région totalement PDCI. Et proche, même ethniquement, du PDCI. Mais nous avons choisi de suivre quelqu'un qui est de l'Ouest. Pas parce qu'il est de l'Ouest, mais parce que ce qu'il propose allait dans le sens de nos aspirations. Et c'est pourquoi nous, malgré le contexte difficile, nous avons mené ce combat. Aujourd'hui, certains veulent nous ramener en arrière. Certains veulent nous faire croire que nous nous sommes trompés en adhérant au FPI. Donc le combat, c'est de leur dire que nous ne sommes pas trompés. Parce que le FPI n'est pas un parti ethnique, n'est pas un parti tribal, n'est pas la propriété d'un individu, mais une organisation que nous avons tous construite à la sueur de nos fronts. Et nous tenons à ce que cette organisation-là survive à la crise et puisse avoir un avenir radieux. Justement, vous aurez compris, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. 2020 approche, l'élection c'est dans moins de 13 mois, la présidentielle je veux dire. Est-ce que Pascal Affi-N'Guessan est justement en train de concocter une sorte de plateforme qui puisse également peser sur l'échiquier politique? Oui, nous travaillons dans ce sens parce que notre ambition c'est de gagner les élections de 2020. D'accord. Pour cela, il faut d'abord que le parti soit fort. D'abord lui-même. Parce qu'avant d'aller dans une plateforme, il faut d'abord s'assurer que soi-même on est suffisamment fort. C'est quand on est suffisamment fort qu'on peut être fort à l'intérieur d'une plateforme. Le FPI est fort aujourd'hui. Le FPI construit sa force. Nous sommes forts dans l'esprit des Ivoiriens. Nous savons que les Ivoiriens n'ont pas abandonné le FPI, que l'électorat du FPI est toujours là. Parce que ceux qui ont pris le pouvoir en 2011 n'ont pas réussi à séduire notre électorat et à le faire basculer. De quel FPI? L'électorat de quel FPI? Le FPI, il n'y a pas de FPI. Il y a un seul FPI. Okay. Même s'il y a eu des dissidents, mais il y a un seul FPI. Parce que les FPI ne sont pas des individus. Qui ne marchent pas dans le même sens en tout cas. Oui, même s'ils ne marchent pas dans le même sens, mais il y a un seul FPI. Et il y a une communauté de militants du FPI. Il y a une communauté d'électeurs du FPI. Voilà. Et donc ceux-là, ils sont encore là. C'est vrai, et c'est d'ailleurs ceux-là qui pensent que ceux qui sont au sommet devraient se mettre ensemble. Parce que la crise est une crise au sommet. Entre des gens qui ont des ambitions divergentes, qui sont au sommet, et qui ont aussi des visions divergentes sur la manière de conduire le parti. Donc cet électorat-là, notre objectif, c'est d'abord de le rassembler autour de nous. De convaincre tous ceux-là que la voie que nous avons choisie et la vision que nous incarnons est celle qu'il faut aujourd'hui à la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce travail d'abord. Et puis installer nos structures sur l'ensemble du territoire. Nous avons une opération qu'on a baptisée Opération Zramba, qui consiste à installer 35 000 comités de base, dans 7500 et près de 300 fédérations. Ce programme-là va nous permettre de quadriller l'ensemble du territoire national. Nous avons tenu dernièrement un séminaire sur l'actualisation de notre programme de gouvernement. Nous avons les hommes. Donc, nous nous préparons. Nous aurons un candidat et nous espérons que ce candidat-là fera, je dirais, l'affaire des Ivoiriens. Parce qu'au-delà des partis politiques, une élection présidentielle, c'est d'abord le choix d'un individu, avec son parcours politique, son expérience politique, sa vision politique. Tout ça, ça compte. Et en 2020, cela va encore compter davantage, compte tenu du contexte de recomposition du paysage politique auquel nous assistons, où il y a une sorte de confusion pratiquement dans tous les camps. Parce qu'on parle de la fronde au sein du FPI, mais il faut parler aussi de la crise du RHDP, de la crise au sein du PDCI, de la crise Soro Guillaume, Alassane Ouattara, en ce qui concerne le RDR. Donc,
cette crise cette série de crises est la manifestation d'une recomposition des choses. Dans ce processus de recomposition, quels sont les leaders qui apparaissent et qui ouvrent des chemins? Et dans quelle voie les Ivoiriens doivent s'engager pour reconstruire la politique autour d'eux? Ça, ce serait l'enjeu des élections de 2020. Voilà. Donc, les appareils vont compter, mais ce ne sont pas les appareils qui seront déterminants. Ce qui me paraît être l'élément qui sera déterminant demain, ce sera d'abord la personnalité des candidats à l'élection présidentielle. Et moi, je travaille pour incarner le président que les Ivoiriens attendent. Et le congrès de votre parti, c'est pour quand? Pour désigner votre candidat à la présidentielle? Évidemment, nous n'avons pas encore fixé de date précise pour la désignation, mais je pense que d'ici le premier trimestre 2020, vous saurez officiellement le nom de notre candidat. Et c'est très probable que ce soit le président Afin N'Guessan. Mais je suis candidat à la candidature et je serais très heureux que les militants du FPI me refassent confiance pour défendre leurs couleurs en 2020. Ok, un dernier mot peut-être à nos internautes avant de conclure. Vous dire merci d'abord de l'occasion que vous nous offrez de nous intéresser à nos compatriotes, à tous ceux qui vous suivent à travers le monde. Et puis dire que c'est vrai que beaucoup de gens se posent des questions sur les élections à venir en 2020. Nous nous battons pour que ces élections-là soient pacifiques, qu'elles soient transparentes, qu'elles permettent pour une fois aux Ivoiriens de faire le choix entre plusieurs visions de la Côte d'Ivoire, plusieurs programmes politiques pour la Côte d'Ivoire, plusieurs personnalités politiques qui veulent incarner l'avenir de la Côte d'Ivoire, de manière à ce que ce soit à la fin de ce processus la démocratie ivoirienne qui triomphe. Et nous nous battons pour cela. Nous n'avons jamais été pour les situations d'exception. Nous voulons que la politique soit faite autrement et de façon civilisée et pacifique. C'est pourquoi nous sommes dans les négociations. Cela ne signifie pas que nous sommes dans des compromissions. C'est par les négociations que nous défendons nos intérêts, que nous défendons les intérêts de la Côte d'Ivoire et que nous voulons faire évoluer pacifiquement la Côte d'Ivoire vers la démocratie. Nous avons bon espoir que le pouvoir en face fera les efforts nécessaires pour que la rencontre de ces deux volontés permette à la Côte d'Ivoire de connaître des élections apaisées en 2020. Merci bien, Président. Je rappelle que l'entretien que nous avions, c'était avec M. Pascal Afin N'Guessan, qui est président du Front populaire ivoirien. Avec lui, nous faisions le tour de l'actualité politique nationale et j'espère que vous avez pu justement avoir beaucoup d'éclaircissements sur certains sujets sensibles. On va se dire au revoir et à très bientôt. Merci. Que vous avez découvert Ivoire TV.